Je voulais profiter de cette dernière soirée à Malte et ce petit ton un petit peu rosé. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais moi je trouve ça très joli. Bref, j'ai demandé à Claude AI, mon best friend, de me lancer sur un sujet et il m'a dit débat sur le fait de faire du no pain no gain. No pain no gain, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est le fait de souffrir pour avoir des gains. Donc pas de douleur égale pas de gain, en gros. C'est ça l'idée, pas de victoire. Et en vrai, les deux côtés sont défendables. On entend souvent que non, mais le no pain no gain, c'est pas bien. De l'autre, on va te dire, ouais, mais sans souffrance, tu progresses pas. Et en vrai, c'est un petit peu une question ouverte sur laquelle on va discuter ensemble. Voilà, donc on s'installe bien, on se pose un peu tranquille. On va discuter pendant peut-être 10, 15, 20 minutes, j'en sais rien du tout de ce que ça va donner cette petite vidéo. C'est totalement de l'improvisation. Donc on y va. Alors, no pain no gain, moi je suis plutôt, je vais d'abord amener ma version des faits et enfin ma version des faits, mon opinion plutôt, c'est ça l'idée. Alors, no pain no gain, je suis relativement contre, dans le sens où, en fait, si tu souffres, ça dépend dans quelle phase tu vas être. Je commence déjà à nuancer alors qu'en vrai je devrais être à fond dans une idée. Euh, Ça va dépendre dans quelle phase tu es. Dans le sens où, lorsque tu veux faire une perte de gras à un instant T, ça va dépendre à quel stade t'en es. Si tu as vraiment beaucoup de poids à perdre, vaut mieux pas que tu te lances dans un no pain no gain. Par contre, si tu as un déficit à faire de, allez, entre 8 et 12 semaines, en vrai, tu peux l'être. Tu peux être un peu dans un no pain no gain parce que c'est pas très long en vrai. En 12 semaines, c'est un peu moins de 3 mois. En vrai, ça peut se tenir. Ça va vraiment dépendre de ta discipline de base, de ton niveau de force mentale en vrai et de ton environnement. Mais en vrai, si tu te lances là-dedans, ça peut fonctionner. Si c'est du court terme en fait. Et ça peut être justement très efficace en vrai parce que si tu te lances dans un no pain no gain, en général, quand il y a de la douleur, bah, c'est que tu te fais un peu du mal, tu vois. Et quand tu te fais du mal sur une perte de gras, donc en gros tu te mets sur un déficit ultra violent, tu te mets vraiment dans le mal, ça peut marcher très très rapidement sur le papier. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Ça va vraiment dépendre, hein. Pour le coup, quand on parle d'un déficit, on veut perdre du poids, hein, donc le plus vite possible pour en finir avec cette sèche, finalement. Mais le problème, c'est que si tu vas trop vite, tu peux potentiellement perdre aussi en masse grasse, en masse musculaire, pardon, mais à culpa, pour le coup. Donc c'est vraiment pas top, en vrai. Vaut mieux être sur un petit déficit tranquille, genre 500 grammes par semaine, c'est ce que... Bref, je t'invite à regarder mes vidéos de valeur, finalement. Parce que là, on est sur une vidéo où, voilà, on discute. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier cas. Dans le cas où tu es sur un déficit un peu plus long. Je sais pas, tu as peut-être 15-20 kilos à perdre. Là, du coup, tu es forcément sur des déficits beaucoup plus longs. Tu vas rencontrer des plateaux, donc ça va vraiment être le bordel. Ça va être chiant. Là, faut surtout pas que tu sois dans un no pain no gain. Parce qu'au final, si tu te lances là-dedans, ben, à un moment donné, tu vas craquer. Ça va pas fonctionner parce que tu seras dans la douleur. Tu seras dans le combat chaque jour, chaque matin, tu vas te réveiller. Ça va être la guerre, tu vois. Et ça va pas marcher en fait parce que si t'as pas eu une habitude à un moment donné dans ta vie, et du coup j'en doute un petit peu si tu te retrouves dans une, si tu t'es retrouvé dans une situation à devoir perdre beaucoup de poids, c'est que tu en as pris beaucoup, tu t'es peut-être un peu laissé aller, je sais pas, tu t'es mis dans un certain confort au final, et donc ça a implémenté, enfin ça a impliqué plutôt une prise de poids. Donc à ce moment-là, je pense pas que tu aies une discipline de fer, je pense pas que tu aies ce courage de te lancer dans un no pain no gain qui va durer 30 semaines. J'en doute très certainement, tu vois. C'est pour ça que bah, vaut mieux pas l'être. Vaut mettre plutôt dans un truc où tu vas apprécier le processus, te lancer dans quelque chose qui va t'aller. En plus de ça, très très souvent, quand tu as beaucoup de poids à perdre, c'est que tu as de mauvaises habitudes à la base. C'est que, ah bah, je sais pas, peut-être que tu te dépenses pas assez, peut-être que tu manges pas forcément les bonnes choses, tu sais pas trop ce que tu fais en termes de nutrition, voilà. Et si tu te lances dans un no pain no gain, tu vas te restreindre à mort et c'est là où tu vas peut-être pas te créer des TCA, faut pas non plus abuser parce qu'en vrai on entend ça partout sur les réseaux là. Tu comptes tes calories, tu te lances dans des TCA machin là, non, faut arrêter. Mais comment dire? Ouais, quand tu vas te lancer là-dedans, tu vas te mettre dans une restriction de fou. Et c'est là où, effectivement, tu peux quand même te. Bah, pas, tu vas pas apprendre grand-chose parce que tu vas juste te mettre une restriction de fou furieux. Tu vas perdre du poids. Mais après, c'est un peu logique parce que tu t'es restreint de fou. Sauf qu'en fait, tu peux pas tenir cette habitude-là. Et tu vas pas te créer de nouvelles habitudes. C'est surtout ça l'idée. Le but, quand tu es sur un déficit très long terme et que tu viens d'un passif où tu as de mauvaises habitudes, bah, c'est surtout d'apprendre en fait. Surtout d'apprendre à faire mieux, d'apprendre à tenir de nouvelles habitudes pour la suite. Parce que c'est bien de perdre du poids, mais ce que tu veux, c'est peut-être maintenir ce poids perdu, pardon. Donc voilà, petit premier message. Maintenant, si on passe sur la sphère plus prise de masse. La prise de masse, bah, en fait, c'est le même principe.
c'est que c'est du très long terme, la prise de masse. La prise de masse, on parle pas de 12 semaines. Encore une fois, en fait, le no pay no gain, ça peut fonctionner sur du très très court terme, en fait. Et donc la prise de masse, comme c'est un processus très moyen long terme, genre en vrai, si ton surplus il dure pas plus que 4 mois, c'est qu'il y a un problème, tu vois, clairement. Un surplus calorique, pour moi, c'est un grand minimum 6 mois en vrai. Euh, avec des mini-cuts. À la limite, si tu mets des petites mini-cuts entre chaque phase là, ouais, en gros, en tout, si tu comptes pas les mini-cuts, ouais, en vrai, peut-être un an, tu vois. Un an de surplus, c'est très bien, avec un petit mini-cut de 4 semaines en plein milieu. Franchement, c'est magnifique, tu vois. Euh, on m'a déstabilisé là. Il y a de la jante féminine qui déboule. Bref, je m'éparpille. My bad. Putain, j'en étais où là? Ah, dur. Dur, dur, dur. Distraction. Euh, ouais, je parlais de prise de masse. Ah ouais, je suis parti très loin là. Prise de masse, mais du coup, ouais, c'est ça. Comme c'est du long terme, en soi, t'as pas. Faut pas que tu te lances dans un no pain no gain. Faut pas que tu te dises, ok, let's go, 1000 calories de pâtes le matin, le midi, le soir. Comme ça, je suis à 3000 plus la viande, machin, bref. De te lancer dans un plan alimentaire bourbier, de ne pas kiffer ton entraînement parce que. Alors, l'entraînement, on va y revenir peut-être après, parce que là, c'est peut-être intéressant de parler de no pain no gain à ce moment-là. Mais au niveau de la diète, il faut quand même que tu l'apprécies, hein. Si tu es de nature à pas avoir très faim, en surplus calorique, bah ça va être compliqué, tu vois, forcément. Donc il faut quand même que tu apprécies ta diète et que ça soit facile d'être en surplus. Pourquoi ça devrait être difficile? Finalement, c'est ça la conclusion que tu devrais avoir, c'est pourquoi est-ce que tu veux rendre la chose difficile? Si tu peux la rendre plus facile, c'est tout. Genre en vrai, bah on en parle beaucoup avec le tapis de marche, pour le coup. Le tapis de marche, tu l'achètes une fois, petit investissement, c'est vrai. Même si honnêtement, enfin, je trouve ça tellement rentable. Genre, tu l'achètes pour, allez, octobre-novembre là. Comme ça, tout l'hiver, tu vas pouvoir continuer de marcher. Tu vas pouvoir sécher en hiver, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, clairement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est incroyable, franchement, c'est exceptionnel. C'est un confort que tu t'achètes qui est dingue, quoi. Genre de pouvoir continuer de marcher chez toi, tranquille pépère, devant une petite vidéo, devant un petit film et tout. Tu te rends pas compte à quel point c'est confortable. Parce que quelqu'un qui va aller marcher dehors, sous la pluie, dans le froid, qui est là en mode il est 19h, putain, j'ai fait que 5000 pages, je dois en faire 15 000. J'en ai 10 000 à faire, 10 000 c'est en gros une marche rapide, hein, 1h30, tu vois. Marche bien bien rapide, hein, clairement. Même, en vrai, faut peut-être même plus 2 heures pour le coup. 2 heures de marche. Est-ce que tu t'imagines à 19h te faire 2 heures de marche? Bah clairement pas. Alors que si t'avais un tapis, 2 heures de marche à 19h, en vrai c'est quand même un peu relou, on va pas se mentir, mais ça passe beaucoup plus facilement. Genre tu te mets un film, je te jure qu'à la fin du film, t'es à 7000 pas en plus, tu vois. 7000, tu les as pas vu passer. C'est un confort incroyable, très, très sincèrement. Donc tu rends la chose plus facile pour le même résultat, tu vois. Plutôt que d'être le mec ouais, qui va mettre sa capuche, les écouteurs, sortir dehors en mode voilà, Dark Sasuke de fou là, ça sert à rien, tu vois. Alors que tu peux être tranquillou chez toi, te mater un film, tu fais tes steps sur un petit tapis de marche, magnifique. C'est la vie de rêve finalement, la vie de rêve. Bref, et du coup voilà, au final c'est du confort que tu t'ajoutes, t'es pas dans un no pain no gain, mais on s'en fout au final, le résultat est le même, c'est ça l'idée. Maintenant, voilà, le petit parallèle que je voulais faire avec l'entraînement. L'entraînement, pour le coup, ça va dépendre également de ton niveau, je pense. Parce qu'au final, le no pay no gain, ça peut être intéressant, surtout quand tu es débutant. Quand tu es débutant, bah en fait, tu te rends pas compte, mais même si tu as l'impression d'aller à l'échec, en vrai, tu y vas pas. Ce qui va te limiter en premier, c'est ton système nerveux. Moi encore aujourd'hui, hein, honnêtement, je dis pas que je suis un pratiquant avancé, clairement pas, hein. Je m'estime être intermédiaire, franchement. Franchement intermédiaire, slash débutant, hein, très très sincèrement. Un vrai intermédiaire, c'est quelqu'un. Allez, je suis un intermédiaire. Mon ego m'a rattrapé. Non, mais en vrai, un vrai intermédiaire, quand tu passes la phase de débutant, quand tu es un intermédiaire, c'est que tu sais vraiment t'entraîner très très dur, tu vois. Et là où tu pourras le voir, c'est sur les jambes. C'est sur les jambes. Allez, tu m'envoies une vidéo. Allez, on va faire ça. Tu m'envoies une vidéo sur Instagram pour me dire est-ce que tu m'estimes débutant ou intermédiaire. Si t'es avancé, si tu t'estimes avancé, franchement, je pense que tu mens. La plupart du temps, je pense que tu mens. Si t'as pas au moins ouais, 10 ans d'entraînement, t'es pas un pratiquant avancé en réalité, hein. Clairement pas. Et pareil, est-ce que c'est 10 années de vrai muscu? Ou alors c'est les 5 premières années un peu en branlette, tu vois? C'est toujours comme ça. Pour ça que j'aime pas trop les gens qui disent allez, 3 ans pile, tu deviens intermédiaire, tu vois. Ça veut rien dire. Si c'est 3 ans où tu t'es touché, non, c'est pas 3 ans de muscu, hein, clairement. Bref. Du coup, j'en étais où là? Putain, je suis encore parti loin là, comme d'hab. Ouais, je m'estime intermédiaire. Pourquoi? Bah parce que voilà, sur mes jambes, j'estime m'entraîner très très dur. Genre j'ai pas,
se limitant qu'à un débutant ou c'est plutôt le système nerveux qui va le limiter. C'est-à-dire qu'il va arrêter sa série parce qu'il n'arrive pas à combattre ce mental, tu vois, ce mental qui lui dit là je peux plus. En réalité, si tu peux encore, mais ça passe pas, tu vois, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas encore. Ça, c'est le système nerveux, c'est le mental. Et en vrai, c'est normal au début, tu peux pas le débloquer instantanément, tu vois. Et c'est pour ça que le no pain no gain, ça peut être intéressant de vraiment se dire, je me fais du mal, tu vois. Je me fais du mal, je suis en souffrance à la salle. Et en vrai, ça devrait être tout le temps le cas. Quand tu es à la salle, tu commences, quand tu es dans un mood de, voilà, tu as un peu la flemme d'aller à la salle, tu te retrouves devant ta première série de travail et tu as déjà un peu la flemme, bah automatiquement tu sais que tu vas passer un mauvais quart d'heure, tu vois. Tu sais que tu vas te faire du mal pendant ta séance, là, pendant 1 heure, 2 heures là. Tu sais que tu passes un moment où tu te fais du mal, en vrai, c'est ça. Donc c'est un peu le seul moment où le no pain no gain ça peut fonctionner. Maintenant, là où tu peux apprendre à apprécier la musculation, bah j'espère déjà que tu apprécies, sinon tu aurais peut-être vite arrêté, c'est en étant un petit peu plus sec. Pourquoi je dis ça? Ça rejoint un petit peu la vision système fluide qu'a notamment Lucas Guif. En gros, l'idée c'est d'être plus sec pour apprécier ton entraînement. Pourquoi je dis ça? Quand tu es relativement gras, ce qui se passe, c'est que tu sois congestionné ou pas, tu vois pas tant la différence que ça. Je parle gras à un stade où tu vois même plus trop tes veines, tes abdos et tout, hein, donc assez fat au final. Quand tu es relativement gras à ce stade-là, ouais, un entraînement, tu fais pas waouh, incroyable, je vais faire un posing dans le vestiaire, ça va être un bordel incroyable, tu vois. Bah non, il va rien se passer parce que t'es trop gras. J'espère qu'on me voit encore parce que là il commence à faire bien nuit. Mais bref. Alors que si t'es un petit peu plus sec, là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fin de compte, chaque détail de ton entraînement, donc en gros, je sais pas, chaque série de travail t'amène un afflux sanguin, une congestion, en fonction du nombre de reps, de l'exercice que tu fais, et ne va pas chercher la congestion pour la congestion. Il n'y a pas d'intérêt pour la croissance musculaire, hein, bien sûr. C'est juste une conséquence au final de ton entraînement, la congestion, hein. Même s'il y a des entraînements spécifiques pour congestionner, qui encore une fois sont pas forcément très efficaces, mais voilà, pour le kiff de temps en temps, pourquoi pas en vrai. Et bien au final, ouais, voilà, tu vas voir vite dans le miroir de ta salle ou après dans le vestiaire ce qui s'est passé. Tu vois des trucs, tu fais waouh, c'est stylé quand même ce que je viens de faire là, c'est plutôt cool. Et là, ça te fait apprécier la muscu. Là, ça te fait vraiment apprécier la muscu parce que t'en redemandes en fait. C'est une dopamine qui est exceptionnelle en vrai. De finir ta séance, déjà, t'es content. En vrai, après une séance de sport, n'importe qui est content. Mais tu l'es encore plus quand tu vois devant le miroir le rendu final. Ce rendu final, c'est un nouveau rendu final à chaque séance quasiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un petit peu du renouveau. Genre, sur ton push, admettons, tu fais un push-pull leg, hein. Sur ton push, tu vas congestionner un peu des triceps, des pecs, paf. Tu as des petites pauses qui vont te faire plaisir à ce moment-là. Quand tu fais le dos, bon, en vrai, le dos, c'est un peu plus chiant parce que bah, de se regarder de dos, c'est compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est que tu te sens un peu plus imposant d'une autre façon. Tu auras les biceps aussi un peu congestionnés et tout, sympa. Les avant-bras aussi. Et quand tu fais les jambes, pareil. Tu auras les jambes un peu congestionnées, un peu fat, là. Tu vas te sentir fort, tu vois, un peu gros. Pas mal, c'est stylé. Et en fait, à chaque fois, voilà, ça va être de nouvelles choses. Et ça, tu peux le voir uniquement quand tu es relativement sec. Aujourd'hui, là, je suis à mon pic de prise de masse. J'ai jamais été, enfin jamais été, j'ai déjà été plus gras que ça, mais ça fait 2 ans que j'ai pas été aussi gras. Et pourtant, tout le monde me dit, mais mec, t'es encore super sec là. Et c'est normal, mais c'est parce que j'ai maîtrisé à 100% mon surplus. Ça fait 1 an que je suis en surplus quasiment. Il y a eu une petite mini-cut, mais j'ai pris que 6 kilos, hein. J'ai pris que 6 kilos en 1 an, tu vois. Je sais que la plupart des gens ils se disent oh 6 kilos c'est nul, c'est une prise de masse de merde, tu l'as foiré machin. Mais absolument pas, je l'ai même trop bien réussi là pour le coup. Pourquoi? Bah, parce que je suis à un stade où là je me verrais encore potentiellement continuer. Je vais faire une cut début avril parce que j'en ai envie, parce que voilà. Mais en soi mon surplus je l'ai tellement bien maîtrisé que c'est en vrai c'est une folie de se dire que là les gens me trouvent très sec alors que je suis à mon prime surplus calorique, tu vois. Bah en vrai c'est incroyable. Franchement moi je trouve ça incroyable parce que bah, je kiffe toujours m'entraîner en fait. Aujourd'hui, je kiffe toujours m'entraîner, j'ai mes abdos de fou, je strie encore de partout, enfin de partout, j'abuse. J'ai des veines de partout quand je m'entraîne, enfin je kiffe trop, hein. C'est pour ça que voilà, selon moi, t'as quand même de bons bénéfices à être relativement sec. Je dis pas que tu dois être à ton prime sèche de malade, tu vois, mais relativement bien sec, tu vois. Comme ça au moins tu peux apprécier ton entraînement en fait, tout simplement. Voilà, des gens en voiture qui débarquent, je sais pas trop ce qui se passe. Bon, on verra. De toute façon, je parle en français, ils comprennent rien, donc c'est impeccable, hein. C'est impeccable. Ok, est-ce que j'ai fait le tour de la discussion sur le no pain no gain? Si tu dois retenir quelque chose, en gros, c'est sur du moyen,
Non, sur du très court terme, ça peut être intéressant de se mettre dans une mentale de souffrance, de se dire, ok, là je me mets dans le mal, je me détruis, je me fais du mal. Ok, tu auras des résultats rapides, mais fais quand même attention à ce que tu fais. En vrai, va pas non plus te ruiner ton physique sur un déficit trop agressif. Voilà, va pas te mettre trop dans le mal non plus. Voilà, ensuite ça peut être intéressant aussi pour les débutants qui s'entraînent, ou encore ce facteur limitant d'intensité en fin de compte, hein. Pour ça qu'un débutant, je vais toujours conseiller de mettre plus de volume, parce qu'au final, sur 4 séries de travail, peut-être qu'il n'y en aura que 2 qui vont être vraiment intéressantes. Parce que les deux autres, bah en fait, il va être grave limité en termes de fatigue, de mental, de nerveux. Trois facteurs qui sont pas vraiment le facteur musculaire, donc finalement, pas des séries très intéressantes. C'est pour ça que ouais, tu mets plus de volume pour un débutant en général. Surtout pour qu'il apprenne aussi beaucoup plus vite les mouvements. Pareil également, pour qu'il répète plus souvent, etc. Voilà. Tu lui mets moins de temps de repos du coup en conséquence, logique, pour qu'il y ait des entraînements relativement rapides. Le but c'est qu'il voilà, il ait beaucoup de séries de travail sur sa semaine, beaucoup de séries, beaucoup de reps, pour qu'il apprenne vite et pour que voilà, il ait moins cet aspect de grosse charge, système nerveux qui bloque et qui fait pas passer les reps quoi. Donc voilà, sinon le reste, le no pain no gain en vrai c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Donc les seuls arguments voilà, c'était ceux-là. Les arguments contre, bah, c'est le fait que pourquoi rendre les choses difficiles? Le but c'est que ça soit agréable pour que tu puisses faire ça toute ta vie. Quand tu es en déficit, tu vas pas faire ça toute ta vie bien sûr, mais tu veux le rendre un minimum agréable quoi. Tu veux pas te mettre dans une souffrance totale. euh, Tu veux pas te mettre en mode prépa de bodybuilding alors que tu fais juste un déficit tranquillou pépère où tu veux juste perdre 10 kilos de gras pour avoir un peu la sangle abdominale ok tiers, tu vois. Non, tu vas pas t'isoler au point de manger tes tupperwares H24 etc. En vrai tu peux si ça te correspond, hein. Franchement je suis pas contre. Je suis pas contre, mais te force pas à le faire. C'est plutôt ça l'idée. Te force pas à le faire. C'est pas une méthode qui va forcément plus t'aider. Tu auras certainement peut-être plus de résultats, hein, clairement, plus rapidement. Mais il faut aussi voir le pour et le contre. Genre, tu as des résultats plus rapides d'un côté. Voilà, très très bien. Par contre, de l'autre côté, il faut accepter les conséquences qui sont de bah, tu vas t'isoler socialement, potentiellement. Tu vas, alors je dis pas de créer des troubles, hein, mais tu vas te créer toute une attente autour des repas libres. Alors tu vas te dire, ok, là vendredi soir, on a prévu la pizza avec les frérots. Bah là tu vas t'envoyer très 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 fort, tu vois. Et ça peut être très dangereux, parce que du coup là tu vas partir potentiellement dans un perdu pour perdu. Le perdu pour perdu, c'est le piège du cercle, enfin c'est un cercle vicieux de fou, où tu dis, le midi tu craques un truc là, tu dis ok ma journée est foutue, et bah perdu pour perdu, on y va, on va tout droit, on continue, avec un goûter succulent, un dîner succulent, du coup tu finis ta journée à un surplus de 5000 calories, et ça bah va le réguler, tu vois. Ça c'est peut-être quasi impossible. Bref, je pense que tu as compris un petit peu l'idée de ce que je voulais parler. Je pense qu'en fait j'ai fait le tour du sujet là. Et en vrai, n'hésitez pas à me lancer sur des sujets comme ça. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Là, j'ai demandé à Claude parce que j'avais pas d'inspi. Il m'avait donné d'autres sujets, sauf qu'en fait, j'en ai déjà parlé. Il m'avait parlé de perte de gras là. Ouais, parle de la perte de gras quand tu ne manges plus. Un truc comme ça, je crois. En gros, explique que. Bah, allez, on peut partir là-dessus, hein. Je sais pas qu'on est à combien de minutes de vidéo. Je peux en parler vite fait là. Pour ceux qui sont encore là, bah, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'appréciez ou alors que vous vous faites chier, vous êtes perdu sur YouTube. Ou ça se trouve, la vidéo que vous écoutez là, elle est juste en fond, fond sonore, tu vois. Et c'est chill, en vrai, c'est chill. Petite voix douce, j'espère en tout cas pour vos oreilles. Donc la perte de gras, ouais, quand tu manges plus trop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en général, quand ça fait trop longtemps que tu manges plus trop, tu te rends pas compte, mais on dit que ton métabolisme il est cassé, c'est pas vrai. C'est pas ton métabolisme à proprement parler qui est cassé, c'est plutôt ta dépense involontaire. Je t'explique le concept de la dépense involontaire, c'est simplement tous les gestes que tu fais au quotidien involontairement. Voilà. En gros, ça va être, je sais pas, là typiquement, je bouge mes mains, tu vois. Bah, du coup, de façon volontaire pour te montrer l'involontarisme, l'involonté, c'est mieux, c'est ça. Bref, globalement, c'est ça. C'est juste tout ce que tu fais dans ta journée où tu t'es pas dit ah, je suis en train de dépenser des calories, je le fais volontairement pour dépenser des calories. Donc, en gros, typiquement, quand tu vas marcher pour faire tes pas, c'est pas de la dépense involontaire. Voilà. Donc, tous ceux qui disent ouais, booste ton NIT, nanana, en marchant plus, non, ça veut rien dire. Ça, c'est bullshit. Enfin, c'est pas cohérent. Le NIT, tu vas pouvoir le booster ou le réduire en fonction de ton énergie globale, de comment tu te sens. Donc, le sommeil va avoir un impact énorme
là-dedans. C'est pour ça que j'en parle dans une vidéo, hein, mais le sommeil sur une perte de gras, c'est ultra important. En réalité, tout le temps. Mais voilà, quand tu es sur un déficit, tu as moins d'énergie. Donc, bah, essaie de bien dormir à ce moment-là pour compenser un peu ce manque d'énergie et de calories, tu vois. Et du coup, voilà, quand tu as moins de calories sur une très longue période, bah, il y a un moment donné où bah, tu es juste fatigué, quoi. En fait, c'est normal. Tu as moins d'énergie qu'au début, c'est logique. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, tu brûles moins de calories involontairement. Donc le fameux NEAT, fameux Non-Exercise Activity Thermogenesis, l'activité involontaire, bah en fait, t'en fais moins, tu vois. De base, je crois que niveau pourcentage, on est alors, en gros, 70% sur le métabolisme basal, ça c'est ton existence pure et dure. Donc ton poids de corps, ta taille, ton âge, ton sexe et relativement l'activité que tu fais au quotidien, si tu es sédentaire ou non. Même si ça, en réalité, c'est pas vraiment compris dedans. Ensuite, tu vas avoir effectivement l'exercice, donc tout ce qui va être musculation, le sport que tu fais autour, etc., le nombre de pas que tu fais, tout ça. Tu vas avoir les calories, enfin non, pardon, la digestion, donc l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que quand tu manges, la digestion, bah, ça provoque une dépense au final, hein, tu vois. Et enfin, la dépense involontaire. Donc niveau pourcentage, on est à 70 pour le métabolisme basal, on est à peu près à 5%, entre 5 et 10% pour, je crois, hein, ouais c'est ça, 5 et 10% pour l'activité. Pour l'effet thermique des aliments, on est pareil, en gros sur du 5-10%. Et le reste, c'est du NEAT, donc ça peut aller de 5% à carrément 15%, tu vois. Donc ça peut être vraiment ultra variable. C'est la chose en fait la plus variable avec l'activité pour le coup. Évidemment, hein, si tu cours des marathons tous les jours, ton activité, elle prend 20% de ton métabolisme, hein, clairement. Et du coup, ton NEAT, il dépend de quoi? Bah, de ton activité, enfin non, si, de ton activité volontaire. Donc si tu fais du cardio à balle, bah, ton NEAT, il se casse la gueule parce que l'énergie que tu as à disposition sur ta journée, il y a beaucoup qui part quand même dans l'activité cardio que tu vas faire et du coup beaucoup moins dans l'activité involontaire. Donc en gros, tu fais un cardio, bah, le reste de ta journée, tu brûles que dalle, quoi, parce que tu es assis, tu es avachi, tu es fatigué, t'en peux plus, tu vois. Ça va aussi dépendre des calories que tu as, évidemment. Si tu es en surplus calorique, bah ton NEAT il est boosté. Et c'est là justement où certaines personnes galèrent de ouf à prendre du poids. Je pense que là on me voit carrément plus du tout, hein, si jamais. Mais bon, on continue, ça fait un black screen avec une petite voix en fond, on va dire ça. Je disais du coup, ceux qui sont en surplus et qui galèrent à prendre du poids, ce qu'on appelle un peu les hard gainers, ces personnes-là justement, c'est parce que dès que tu leur donnes un peu plus de calories, admettons 200 au-dessus de leur maintenance, et ben les 200 calories, allez, t'as 90% qui va partir dans le NEAT en fait. Ce qui fait que ils vont dépenser beaucoup plus. À chaque fois que tu leur donnes plus de calories, ils dépensent beaucoup plus. Donc il faut encore plus leur donner des calories, tu vois. Et il faut limite volontairement les calmer, volontairement leur faire moins de pas en fait à ces personnes-là. Pour qu'elles brûlent moins de calories et qu'elles aient pas à manger 5000 calories pour rien, tu vois. C'est l'objectif. Et ça existe du coup, hein, ces personnes-là, effectivement, tu leur donnes un peu de calories, le NEAT explose, il monte à mort. Et justement, tu as des personnes où tu leur baisses leurs calories et le NEAT se casse la gueule instantanément, ce qui fait que bah, en fait, tu brûles beaucoup moins de calories d'un coup. Donc tu baisses les calories, mais tu en brûles beaucoup moins aussi. Tu vois, en fait, le NEAT, ça va vraiment dépendre des gens, et ça va aussi dépendre bah, des calories que tu as par jour, en fait, hein. Donc, moi, ma préconisation, c'est mange bien, essaye de standardiser ta dépense, de vraiment voilà, partir sur un délire de 10 000 pas, 15 000 pas, comme tu veux, tu vois, selon ce qui est faisable pour toi, mais faisant un maximum. Et à partir de là, bah, tu peux voilà, tenter de faire des ajustements derrière, même si je sais que c'est compliqué, hein. Tu sais, quand tu as 15 000 pas, quand tu as 2000 calories pour un homme, ce qui est relativement très bas hein, quand même, selon le gabarit, bah, si tu perds toujours pas de poids à ce moment-là, c'est très compliqué. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Potentiellement un refeed ou un diet break. En gros, un refeed, il y a globalement moins d'effets, c'est très psychologique en vrai le refeed. Refeed, en gros, c'est monter les glucides sur genre 1 à 3 journées, un truc comme ça. Alors que le diet break, c'est plutôt 1 semaine à 2 semaines où carrément on remonte à maintenance calorique. Donc effectivement, tu as l'impression de perdre ton temps, mais non, ce que tu fais là pendant ces 2 semaines, c'est recharger à fond les batteries pour rebooster ton NEAT, pour que ton NEAT il remonte un petit peu, pour que derrière, une fois que tu vas repasser en déficit, paf, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir reperdre du poids, tout simplement. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là, je pense. Je dois être à 25 minutes de vidéo, je pense. Je verrai bien au montage. Je crois que je vais même pas faire de montage, hein. Je vais faire cut, fin, cut, début, bam, upload sur YouTube et ça part, sans miniature. Je vais faire un truc comme ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée pour ma part ou une bonne journée. Et puis on parle très vite. Allez, ciao ciao.